Oublié et je coupe mon micro et juste aussi, je vais couper les micros au fur et à mesure s'il y a des petites interférences. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps après de parler, amplement avec les participants. Vous Ok, pouvez y aller. très bien. Bonjour à tous. On va peut-être se présenter brièvement. Moi, je suis Myriam Antunes. Je suis une des cadres de santé du service de la réanimation adulte polyvalente du centre hospitalier de Pau dans le 64. Voilà. Euh, Moi, je suis Stanislas de Guilbon, je suis médecin du service de réanimation. Et moi, je suis Christelle Canté. Je suis infirmière dans les soins et en logistique. Et je suis référente unité de urgence. Tout à fait. Donc, dans un premier temps, voilà, on vous présente brièvement le service. Donc, on est, voilà, comme je citais, une réanimation polyvalente avec 20 lits de réanimation, 7 lits de surveillance continue, une équipe globalement qui comprend 120 agents, avec une activité polyvalente, médicale, chirurgicale, traumatologique, qui représente à peu près plus de 1400 entrées sur 2025. Voilà, au niveau de l'activité. La création du groupe Réadurable, pardon, voilà. La création en tout cas du groupe que nous on a nommé Réadurable, elle date du 15 avril 2024 où on a eu notre première réunion où l'équipe a clairement fait sentir, et Christelle pourra encore plus voilà, l'attester, besoin de réfléchir au niveau des pratiques, de les rendre plus vertueuses d'un point de vue environnemental. Donc c'est clairement un mouvement qui est parti de l'équipe. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs la photo qui a été en fait le constat de départ, notamment une poubelle gasserie avec un peu tout dedans. Voilà, tout et n'importe quoi. Et c'est clairement ce que les équipes constataient. Lorsqu'on a créé le groupe, on a également, pas dans l'immédiateté et pas dans un premier temps, mais on a voulu connaître en fait l'adhésion au niveau du projet par les agents du service, donc sous forme de questionnaires dématérialisés, où les agents, en tout cas, ont clairement confirmé leur adhésion à ce projet-là, puisque à 68%, ils étaient plutôt favorables au changement et à ce que ça pouvait engendrer, en tout cas, toutes les mises en place, tout ce qu'on pouvait, en tout cas, mettre en place. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc on a fait plusieurs rencontres en présentiel et également en visio. On essaie quand même de se réunir dans le groupe de travail au moins une fois par mois. On a également eu besoin de créer notre propre logo, que vous pouvez voir, qui permettait en tout cas de générer une appartenance. Notre méthodologie, en fait, on a créé un dossier partagé qui permettait une connexion, en tout cas depuis les domiciles, etc. Et le gros du travail a été, et le gros du travail encore aujourd'hui, est l'accompagnement, puisque comme je vous citais, c'est une équipe importante, de 120 personnes, avec beaucoup voilà, de communication, avec des anciens protocoles, des habitudes qui sont rodées. Donc, c'est qui générait du coup beaucoup de changements. Il a également fallu s'adapter à la sensibilité de chaque agent par rapport à, voilà, en tout cas aux changements que l'on proposait. Et il s'est avéré beaucoup de discussions avec les équipes autour des projets pour une meilleure adhésion. Et ça, on avait bien compris que pour adhérer, il fallait le présenter et l'expliquer à plusieurs reprises. Et là, effectivement, d'où on appelle ça, en tout cas chez nous, la naissance de la brigade verte. Voilà. Ou la brigade verte qui diffuse l'information euh, régulièrement. Voilà. Notre méthodologie pour en tout cas créer notre groupe et pour que ça puisse fonctionner et mettre en place assez rapidement des éléments de changement a été la création du groupe pluriprofessionnel, ça j'y viens, j'en ai parlé, l'identification de l'existant, puisque dans notre centre hospitalier, il y avait déjà des services qui avaient initié des démarches. Donc on a clairement s'est mis en relation avec ces personnes-là pour voir qu'est-ce qu'ils avaient fait, certaines filières de tri, comment ils s'étaient organisés, est-ce qu'on pouvait se rallier à certaines filières de tri, et bien sûr les supports guides des unités durables et toutes les études également faites sur la SRL.
Puis après, on s'est mis à compter et à mesurer, faire un constat de départ. On va en reparler tout à l'heure. Il nous a fallu en tout cas des chiffres pour savoir exactement les déchets, combien on pouvait consommer de déchets, puisque on a une idée, mais à l'échelle de l'établissement et pas forcément à l'échelle du service. Et on a demandé de l'aide aux instances compétentes. Dans un premier temps, on s'est axé sur 2 axes de travail, le tri des déchets et la non-production des déchets. Voilà, et on a mené 2 groupes de travail sur les 2 thématiques différentes. Puis on est passé à la mise en action avec l'accompagnement que j'ai déjà parlé tout à l'heure, accompagnement au changement de pratique et réduction de consommation au niveau carbone. Et du coup également, puisque ça compte, puisque ça nous aide également à demander aussi une aide parfois. La communication, j'en ai parlé, la valorisation également, la communication régulière des résultats auprès de l'équipe pour leur montrer qu'en fait tous les efforts collectifs qui sont réalisés, ce sont des efforts en tout cas qui payent. Et dernier axe, en tout cas notre méthodologie qui est encore et toujours, c'est l'évaluation et le réajustement. Avec des rappels réguliers, on pourra vous montrer effectivement des slides des derniers rappels qu'on a pu faire, notamment au niveau du tri et l'utilisation de certains dispositifs. Au niveau de la gouvernance, donc je vais afficher complètement la diapositive, les actions en tout cas qui sont mises en place par l'institution. Donc nous avons depuis peu une direction de la transformation écologique avec un copil du développement durable où on tente de suivre la feuille de route de la transition écologique 2024-2028. Notre établissement a également signé la charte du développement durable depuis juin 2025 et le service de réanimation est labellisé depuis novembre 2025, 2 feuilles sur 3. Voilà. Il y a également en interne plusieurs formations. Alors dans le service, il y a des formations internes avec un travail en collaboration très étroit de l'équipe opérationnelle d'hygiène, avec des correspondantes d'hygiène qui sont formées dans le service et qui prennent le relais justement de ces formations auprès des équipes opérationnelles de réanimation. Des formations en lien avec la diététique pour éviter voilà, le gaspillage alimentaire et adapter au mieux l'alimentation. Le toucher thérapeutique, on aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard, et l'hypnose également. Nous avons également eu voilà, la formation Plan Elsphère, puis l'équipe de réanimation de Pau a participé à la journée CRGSO du 20 juin 2025, où elle a pu également présenter les avancées et les actions qu'elle avait mises en place au sein du service. Nous sommes également en projet de préparer une journée médico-soignante qui va porter sur l'écologie, qui aura lieu le 2 avril à l'UPPA à Pau, qui porte également sur le RSE, où la réanimation de Pau va également proposer un sujet, notamment sur le port des EPI, et va également animer des speed dating. Voilà. La CALF, en juin 2026, vous comprendrez plus tard pourquoi on en parle ici. Il y aura un groupe de travail sur le toucher thérapeutique qui va également parler de l'importance, en tout cas, de ce concept-là. Vous avez également du coup un classeur de protocole qui répertorie, qui s'appelle protocole réel durable, hein, qui répertorie tous les changements que l'on a pu faire depuis 2024 maintenant, de façon à ce que ce soit en fait que les agents puissent aller retrouver l'information la plus fiable au sein de ce classeur. Voilà. Et au niveau de la gouvernance, nous avons eu également la chance de pouvoir réaliser en fait un reportage avec une interview sur France 3 Aquitaine sur la mise en place des filières de tri au sein du service de réanimation et également de l'utilisation voilà, plus raisonnée au niveau des EPI, du port des EPI. Au niveau des soins durables et de l'éco-soin, donc je vous disais, on a travaillé en partenariat avec l'équipe d'hygiène hospitalière
Et là, c'est clairement le fruit de leur travail, puisque avant de dire il faut qu'on arrête de porter des gants de manière déraisonnée, il faut qu'on arrête de porter des tabliers de manière déraisonnée, ben, il a fallu montrer pourquoi en fait que certains tabliers étaient pas forcément des protections pour les patients. Donc il y a eu des prélèvements sur gélose et qui montrent clairement la colonisation de millions de bactéries sur certains tabliers, en tout cas qui passaient pour certains de chambre en chambre. Voilà. C'était une façon en tout cas de montrer nos façons de travailler. Et de ce travail, en fait, on a déduit euh, deux affichages, voilà, qu'on a intitulé Ai-je vraiment besoin de porter des gants? Voilà, où on a expliqué exactement quels étaient les contextes sur lesquels il fallait porter ou pas le gant. C'était clairement un rappel et une autre manière de travailler. Et je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a mis un petit ourson. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on parle, qu'on se base sur un exemple plutôt visuel. Et on explique qu'en moyenne, chaque jour, la réanimation de peau consomme en gants l'équivalent en CO2 d'un bordeaux peau en voiture. Voilà, c'était une façon de faire réagir les soignants. Voilà. Et de la même façon, nous avons également travaillé sur le port du tablier à usage unique. Voilà, où on a repositionné clairement l'utilisation qui était complètement erronée pour certains ou même surutilisée en fait. En fait, il a fallu faire ces nouvelles affiches parce que c'était vraiment un changement de comportement par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Donc, ces rappels ont été très importants et il a fallu faire des rappels avec l'hygiène en même temps pour expliquer pourquoi et que c'était pas que le port des gants est plutôt délétère que d'en porter trop. Nous a également permis aussi de travailler sur les casaques stériles et les calots, où on a également recentré en fait l'utilisation uniquement pour les médecins et les gestes stériles, puisque c'était du matériel qu'on utilisait notamment pour brancher les dialyses, les débrancher, etc. par exemple. Donc là, nous avions un graphique qui nous montre en tout cas la diminution de la consommation, attention, tout en gardant les gestes qu'il faut. Au niveau des gants, par patient et par jour, donc en 2024, voilà, nous étions sur du 50,2 à peu près. Et en 2025, on a diminué notre consommation sans générer, en fait, en tout cas, de problèmes d'hygiène. Donc, on a une diminution d'utilisation des gants de 22% entre 2024 et 2025. Idem pour les tabliers. Les tabliers, donc on a une diminution qui est un peu plus importante, à moins de 43% entre les 2 années, ce qui représente tout de même une économie de 4 000 € par an d'économie sur finalement la bonne utilisation de l'EPI au bon moment. Mais sur le plan médical, on a beaucoup réfléchi à la pertinence de nos prescriptions, à la fois sur la galénique, le mode d'administration, et puis sur la façon d'administrer, les concentrations de nos pousse-seringues, etc. Parce qu'on est très 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 gros consommateur en réanimation de médicaments par voie intraveineuse, mais on a quand même une marge de manœuvre. On n'a pas tout inventé, on s'est inspiré de ce qui avait déjà été fait, notamment en réduisant la prescription IV au préfilipéros pour les médicaments qui le peuvent, notamment le paracétamol en premier lieu, et puis tout un tas de médicaments autres antibiotiques, antalgiques, pour lesquels il y avait une alternative féroce chez les patients, bien sûr, qui le pouvaient, soit vraiment féroce, soit via une sonde gastrique. On a optimisé les dilutions en concertation avec la pharmacie et nos référents infectieux pour les concentrations des antibiotiques que l'on a en pousse-seringue. On fait des rappels auprès des internes sur la limiter des prescriptions qui ne sont pas forcément utiles, notamment par exemple les IPP, et essaye de limiter les prescriptions juste de garde-veine qui n'ont pas forcément d'utilité dans certaines situations.
Et donc, on a fait un certain nombre d'affiches et de formations sur les prescriptions durables avec protocoles de dilution qui ont changé. Et je crois que c'est la diapositive suivante, un guide pour le prescripteur des équivalences entre certains médicaments intraveineux, que ce soit des vitamines ou des ions, des médicaments, des diurétiques, des psychotropes, des antibiotiques pour certains qui ont une équivalence par voie entérale et d'autres médicaments divers. Ça, c'est à disposition des médecins et des internes pour leur prescription. Et donc, on a pu montrer, par exemple, que effectivement, on a pu diminuer pas mal la prescription de paracétamol IV, pris bien sûr d'avoir augmenté celle de paracétamol Peros. Et pour, pareil, le potassium, on est passé de la forme intraveineuse qu'on a un petit peu diminué à augmenter par contre l'utilisation des formes orales, que ce soit du potassium sirop, du Gluca. Pour qu'est-ce qu'on a, il y a un autre slide, je crois. Voilà, le switch aussi pour les IPP de la forme IV à la forme orale. Voilà, et puis on a réfléchi sur l'utilisation raisonnée des dispositifs médicaux, la prolongation de la durée d'utilisation. Donc on a notamment réfléchi tous nos types de poses de voie centrale, de cathéter artériel, de tous les gestes stériles qu'on fait de manière générale pour les alléger et avoir des types O plus justes. On a réfléchi à l'utilisation de petits outils pour les patients qui sont intubés, qu'on appelle le système clos, les raccords amenés, pour les utiliser, les garder un petit peu plus longtemps plutôt que de les changer systématiquement à chaque jour. Prolonger aussi les tubes durs de voie centrale, les filtres de dialyse, etc., pour à chaque fois essayer voilà, de garder une bonne qualité de soins, équivalente évidemment, mais en utilisant soit de manière plus raisonnée certains dispositifs, même on a supprimé certains petits détails de dispositifs en plastique, ou de les utiliser un petit peu plus longtemps. On a initié une démarche où les poches en plastique qui permettaient d'amener des bilans au laboratoire qui étaient de fait à l'usage unique, mais en fait sont maintenant réutilisés, et ça c'est une démarche qui en fait a essaimé dans tout l'hôpital très rapidement. On a supprimé certaines choses comme les haricots jetables, les haricots réutilisables. On a joué sur l'hygiène corporelle. On réutilise maintenant les corps de pompe pour les prélèvements de sang. Bien évidemment, chaque patient a son corps de pompe, hein. On ne va pas d'un patient à l'autre, mais on n'utilise pas à chaque prélèvement un corps de pompe nouveau, et le patient garde le sien tout au long de son séjour quand il est valide. On a réfléchi sur les pansements avec un travail particulier, plaies-cicatrisation, pour essayer d'avoir une prise en charge à la fois meilleure sur les plaies, mais aussi réfléchir aux juste utilisation des pansements. Le développement d'une prise en charge, ça c'était déjà à l'ancien service, à l'aide d'une psychomotricienne, sur un concept dit de toucher thérapeutique allié à l'hypnose, dont l'idée est d'avoir des mesures non médicamenteuses pour diminuer la consommation de psychotropes ou d'analgésie pour nos patients, soit confus, agités ou douloureux. Au niveau de la santé environnement, donc on s'est également attaché à la réduction des rejets de toxiques dans l'environnement. Donc la décision qui a été prise, ça a été de réduire les bacs de stérilisation, puisqu'en fait on est sectorisé en plusieurs secteurs, et dans chaque secteur il y avait un bac de sté qui parfois n'était pas forcément utilisé. Donc on a réduit effectivement ça. On est actuellement en train de mener un travail avec un groupe de travail qui va être bientôt initié sur la consommation du linge. Donc le groupe de travail qui est transversal du coup à l'arrêt durable, hein, parce que là je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup de groupes de travaux qui sont transversaux à l'arrêt durable, va aller visiter la blanchisserie interhospitalière pour aussi comprendre les contraintes et travailler de ce fait sur la toilette éco-conçue.
chose qu'on n'a pas encore forcément mis en place dans notre service. On s'attache à faire des entretiens, des bio-nettoyages des chambres de réanimation avec une machine qui permet de laver à la vapeur pour essayer d'utiliser le moins de produits chimiques. Et on est également sur un projet institutionnel pour le coup, sur la mise en place d'entretien des sols et de la circulation des locaux communs à l'eau. Voilà, chose qui est déjà mise en place sur d'autres établissements. L'optimisation du circuit du médicament, mais on a également été très sensibilisés et je pense que ma collègue Madame Kanté pourra encore mieux en parler sur la commande de la quantité nécessaire au niveau du médicament, éviter le surstock, privilégier le retour à la pharmacie. Donc ça a été également un travail en partenariat fait avec la pharmacie. Et les moyens de transport des médicaments également, puisque nous on avait des médicaments qui arrivaient sous poche, des poches initialement que l'on jetait. Donc maintenant c'est des poches qu'on réutilise au maximum. Alors, les filières de tri, du coup, on a retravaillé, et ça a été dès le départ, ça a été notre point de départ. On a retravaillé sur les filières de tri avec l'hygiène, bien sûr, vu qu'avant, on avait des poubelles dans chaque chambre et on y mettait, comme vous avez pu voir dans la première diapo, beaucoup de choses. Donc, la première démarche a été d'enlever cette poubelle d'Astrid des chambres, de la mettre à l'extérieur et du coup de diminuer que ce qui était nécessaire pour ces poubelles d'Astrid. Donc, voilà, tout est bien expliqué. Après, voilà, on a pu repartir en arrière pour certaines choses parce que ça avait coulé ou voilà. Donc tout est bien identifié. Pour les poubelles noires, les DAOM, qui sont les DASND maintenant, tous les autres déchets y vont et ça pose pas de problème. Tout ça, ça a été réfléchi avec l'hygiène. On met tout ce qui est même les redons qui sont vraiment pas beaucoup remplis ou les pots d'aspiration, tout ça, ça va dans le DAOM. Au-delà de ça, le verre qui a été avant on séparait ce verre médical, maintenant tout est ensemble, tous nos flacons d'antibiotiques, les albumines, tout ça c'est ensemble et va dans une filière de tri qui va à l'incinération à Pau. On a enlevé on fait le tri maintenant des cartons et des papiers. Alors on le faisait déjà depuis un moment, mais maintenant c'est dans les chambres, sur les secteurs où on a des poubelles papier, carton dans chaque chambre et sur chaque secteur. On fait aussi le plastique, c'est une filière qui avait été instaurée, enfin initiée par le bloc, et on a suivi leur filière qui était déjà existante, et on a de quoi récupérer dans chaque unité, chaque chambre, et on récolte entre 15 et 20 kilos par mois. Voilà. Il faut faire des rappels de temps en temps parce qu'il y a des erreurs et des plastiques qui ne s'y mettent pas, mais dans l'ensemble, c'est plutôt très bien respecté. Voilà, donc on a refait une affiche il n'y a pas longtemps où on a refait le tri de choses la majorité des choses qui pouvaient aller dans ce tri. Avec un rappel comme quoi, voilà, il ne faut pas du tout de métal dans ces choses-là, mais dans ce tri-là. Et donc le métal, une filière existante aussi au bloc opératoire. Donc on décontamine tout ce qui peut être métallique et même les câbles. Et on les met dans un bac de recyclage. Et on est quand même beaucoup moins consommateur que le bloc. Donc on va emmener notre métal au bloc qui recycle, qui ont une filière de tri de métal. Donc tout ça, ça nous a permis quand même de diminuer nos déchets. Parce qu'on a commencé en fait en 2024 sur 6 mois. On a fait 3 mois on a pesé nos déchets de DAOM, de DASRI. Même si le déchet dans la consommation, enfin, c'est moins important que la pharmacie, que les médicaments et les dispositifs médicaux. Mais pour nous, ça nous permettait de savoir
si on faisait bien notre tri et l'impact que ça pouvait avoir sur nos déchets. Donc, en un an, on a diminué nos gastriques de 71%. Et malgré tout, en parallèle, on a aussi diminué nos DAOM de 30%. Donc, en fait, on jette moins, même dans la DAOM, puisqu'on fait du tri à côté. Depuis mai l'année dernière, on a aussi un tri des déchets alimentaires qui a été initié grâce aux cuisines. On récolte nos déchets du personnel, mais aussi des patients, et on pèse tous les mois, enfin, ils pèsent pour nous, et nous indiquent tous les déchets, la quantité de déchets par mois. On est à peu près 70 kilos par mois, je crois. C'était un petit peu en diminution. C'est pour ça on avait fait un travail avec la diététicienne pour limiter que tous les patients qui rentrent en réanimation soient à jeun, qu'on réajuste au plus juste le régime alimentaire de nos. Au niveau de l'économie circulaire, alors on avait des étiquettes, quand on faisait un bilan, on avait des étiquettes qui étaient spécifiques au prélèvement. On a réussi à n'imprimer qu'une feuille papier plutôt que des étiquettes où on collait 4 étiquettes et on jetait tout le reste, ce qui a permis de faire quand même beaucoup d'économies. Pétillante dont on se sert pour les réalimentations, peut-être des déglutitions pour nos patients. On est passé à des petites bouteilles, donc on a diminué la quantité de plastique. Au niveau de la gestion des péremptions, il y a des médicaments qui sont identiques en réanimation et au bloc opératoire. Et donc, on a décidé pour éviter de jeter, de faire une rotation avec le bloc opératoire sur les médicaments qui ont été identifiés. On utilise nous plus ou plus le bloc pour essayer de faire un échange et moins jeter. Au niveau des médicaments, les dispositifs médicaux, on a diminué, on essaye de changer dans nos chariots d'urgence des médicaments qui peuvent avoir une péremption trop proche. On la remet dans notre circuit et on change les médicaments à ça. Les bandes radio, on en avait un par patient, maintenant on en a un seul on en a que 2 pour tous nos secteurs de réanimation et de soins continus. Dans les chambres, on avait pour les soins, les brossages de dents et autres, on utilisait des verres en carton. Et là, on est passé à de l'éco-cup pour limiter le gaspillage. Les haricots jetables dont on a arrêté l'utilisation, on a récupéré au bloc opératoire des bacs qui sont en plastique, qui sont lavables et qui sont aussi recyclables. Donc on peut les récupérer, ils sont dans des kits au bloc opératoire ils sont réutilisés. Au niveau du bio-nettoyage, tout ce qui était sur papier avant, tout a été informatisé, donc il n'y a plus de papier pour ça. Et la mise en place d'un OneDrive, ça je vais laisser Madame Antoinette en parler. Donc, effectivement, c'est un outil en tout cas de communication. Alors, je ne sais pas exactement dans vos services comment vous faites pour communiquer avec les équipes, mais nous, voilà, on avait les traditionnels cahiers avec de l'affichage sur tous les tableaux possibles et imaginables du service de réanimation. Tout ce qui diluait également l'information la plus importante à retenir. De ce fait, nous avons en tout cas réussi à créer un outil qui s'appelle OneDrive, il y en a d'autres, voilà, qui est sécurisé et qui permet en tout cas de poster les informations les plus importantes sur lesquelles les agents, tant médicaux que paramédicaux, peuvent se connecter pour consulter l'information la plus importante à laquelle ils doivent avoir accès, en lien avec l'activité du service, les protocoles, etc. Ou même, par exemple, sur de la ressource humaine,
les vacances de poste qui peuvent également les intéresser. Voilà. Donc ça, il n'y a plus d'affichage papier au niveau de. Alors pour bientôt, on est en cours, on est en train de le mettre en place. C'est un gros changement de paradigme hein, puisque le cahier existe depuis la création de la réanimation. Donc on est également dans un accompagnement avec cet outil-là. L'optimisation du plateau d'intubation, on en a parlé tout à l'heure dans les éco-swaps, c'était repenser le titre. Donc là, c'est un exemple en fait de ce que ça donne concernant les étiquettes laboratoires, là, voilà, pour vous donner un petit peu une idée, et également par rapport au bon radio que l'on a clairement diminué. Là, c'est juste l'exemple de l'information qu'on vous a diffusée, hein, c'est sur les modifications d'utilisation de certains dispositifs et la durée de vie de certains aussi dispositifs pour lesquels on a discuté avec les laboratoires, ceux qui, en tout cas les commerciaux, pour essayer de les pousser au plus loin possible tant qu'ils sont propres, etc. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui a été validé. Je vous ai mis également dans l'économie circulaire toutes les nouveautés là, de février 2026, notamment sur certains dispositifs qui ont carrément été enlevés puisque non utilisés ou peu, les corps de pompe, et également une boîte qui a été mise en place que je trouve de manière très ingénieuse et qu'on utilise beaucoup. C'est la boîte à Nono, le petit robot. En fait, on avait régulièrement des écrous, des boulons, des tiges métalliques qui jonchaient le sol de la réanimation. Non identifiés. En fait, on met tout le matériel dans cette boîte que l'on trouve et sachez qu'on arrive à réparer plusieurs fauteuils, des fauteuils, des lits, des marchepieds qui ont pu être réparés grâce en fait à la récupération de tout ce matériel. Voilà. Donc là, on avait également montré notre diminution de la consommation, en tout cas de tous les éléments que l'on vous a un peu cités. Les tubulures, voilà, c'est des éléments qu'on a carrément supprimés. Les bassins réniformes, c'est des haricots jetables, on les a diminués d'utilisation de 66%. Les gobelets jetables de fait, comme on a mis les éco-caps en place, on les a également diminués de 66%. Les racons ramelés, c'est un dispositif d'intubation voilà, qu'on a également diminué parce qu'on a poussé leur durée de vie. Les étiquettes collantes, donc on les utilise toujours, mais comme on les utilise beaucoup moins pour, vous savez, étiqueter les tubes de laboratoire, on a diminué notre consommation de 44%. Et également au niveau de du papier blanc. Voilà, on a également diminué le papier de quasi 30% d'utilisation. On a également poussé jusqu'à la recherche, la requête des seringues, vous savez, des grosses seringues électriques de 60 cc, du fait de la redilution des médicaments, etc. On a tout de même diminué notre consommation de 4%. Voilà, donc là, c'est les derniers rappels. Je vous disais en préambule que on a une brigade verte et on est là pour en fait rappeler, rafraîchir les informations, etc. Donc, et réajuster, notamment dans la gestion des déchets, puisqu'on se rend compte des fois qu'il y a certains questionnements ou des mésusages. Donc, on est là pour également été décidé avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Nous avons également constaté qu'on avait des agents qui avaient tendance à remettre des gants en entrant dans une chambre juste pour faire le tour de constante, chose voilà, qui avait été dit et expliqué qu'elle n'avait pas forcément la nécessité. Donc un petit rappel également sur cette thématique-là et thématique également sur le recyclage, sur le nettoyage, en tout cas de tout matériau métallique avant d'envoyer au recyclage. Voilà. Au niveau de notre consommation d'eau et d'électricité, on a également mis des actions en place. Sur l'eau, on utilise le juste nécessaire, en tout cas on essaye, donc on est un peu limité en termes de parce qu'on n'a pas de compteur, donc on ne peut pas exactement savoir si nos actions portent leurs fruits. Néanmoins, toutes les chambres de notre service sont équipées de robinets avec des détecteurs de présence. Donc dès qu'on n'utilise pas, ça se coupe automatiquement. Et on a des réducteurs de débit dans chaque robinet. Au niveau de l'énergie, donc on est clairement sur déjà limiter les nuisances sonores et luminaires pour les patients. Du coup, il y a une diminution de l'éclairage nocturne qui est centralisé.
et des démarches aussi au niveau des PC, des ordinateurs, avec prochainement mise en veille de tous les ordinateurs de la réanimation de manière automatique et une extension, j'en ai parlé déjà de l'éclairage, avec la mise en place en tout cas de détecteurs dans les réserves, puisqu'on observe souvent que les réserves restent allumées parfois toute la nuit, etc. Donc il y a le projet de mettre en place des détecteurs de présence pour ces pièces-là. Au niveau de la sobriété numérique, donc sobriété des écrans, on en a déjà un petit peu parlé, on utilise le juste nécessaire. Il y a un challenge actuellement institutionnel, je vous ai mis d'ailleurs la diapo à côté, qui est sur tri des mails, qui moi d'ailleurs m'a permis de supprimer pas plus tard qu'il y a 15 jours à peu près plus de 500 mails. Avec également le tri d'un fichier, puisqu'on a également un fichier qui est affecté au sein du service, avec des données voilà, qui sont très obsolètes, que l'on a clairement supprimées et réorganisées. Et ça, on en a parlé. L'optimisation des impressions, mais nous avons une seule imprimante qui est centralisée, avec une seule imprimante par secteur et des impressions couleurs qui sont également restreintes. Voilà. Ça, je te laisse t'en parler. Bon, ça, c'est juste une petite action qu'on a faite pour tous les PC de bureau, pas les PC de soins qui, eux, sont utilisés 24/24, mais d'essayer de rappeler l'impact que ça peut avoir, qui est assez énorme d'avoir un PC de bureau qui est ouvert 24h/24. Au niveau de la mobilité, je ne sais pas si vous nous entendez, excusez-nous, on a des travaux à côté. Je ne sais pas si pour vous c'est dérangeant. Au niveau de la Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Bon, mais merci. Parce que nous, on n'entend pas forcément de l'activité de promotion de la santé. Donc, on s'est également intéressé sur la mobilité des professionnels du service de la réanimation. Donc, nous, on a déjà le covoiturage qui est bien éprouvé dans le service et plutôt optimisé, puisqu'on habite tout de même dans un lieu plutôt campagne, des personnes qui prennent leur véhicule plus régulièrement que dans une grande ville. Donc, il y a déjà le covoiturage qui est bien mis en place. Il y a également l'utilisation du vélo, qui est assez importante. Et au sein de l'institution, il y a une prime au mobilité, une prime également pour les personnes qui empruntent le bus. On avait également sondé les agents du service pour voir un petit peu comment ils se rendaient au travail. Alors, forcément, majoritairement, chez nous, c'est en voiture. Comme je vous ai dit, on est plutôt sur de la race campagne. Covoiturage sur du 20% et à vélo, on est tout de même sur une équipe de 120 personnes. On a 16% de personnes qui se déplacent exclusivement en vélo. Et en transport en commun, pas forcément. L'hôpital est actuellement en train de travailler justement des lignes de transport pour essayer que ce soit utilisé un peu plus régulièrement. Au niveau du bien-être des patients et des professionnels, alors forcément, c'est quelque chose sur lequel on est également attaché. Au niveau du service, il y a également la création d'un groupe de travail qui s'appelle Comité Bien-être, qui est là pour gérer, pour aider en tout cas à l'accueil des nouveaux agents, à ce que les personnes voilà, puissent prendre mieux leur marque. Il y a également la mise en place, on vous a parlé du toucher thérapeutique, qui est en action pour les patients, mais qu'on utilise également pour les soignants, pour diminuer leur anxiété, leur fatigue, par des techniques en tout cas de toucher, de massage. Des promenades à l'extérieur dès que la santé du patient le permet, oui, c'est quelque chose à laquelle on accède régulièrement. Au niveau, c'était courant également en novembre, nous avons eu également la remise d'un label qu'on a appelé label usager. On s'est fortement inspiré du CHU de Poitiers par rapport à ce label usager, où les représentants des usagers sont venus en fait noter le service selon plusieurs indicateurs et critères. Il y a également eu des questionnaires qui ont été remis auprès de patients au niveau de la satisfaction, du confort, de la communication, etc. Et des questionnaires qui ont été également remis au sein des familles, qui cotaient également les mêmes choses. Nous avons obtenu un résultat supérieur à 90%, à 93% de satisfaction en tout cas des usagers. Donc il y a eu également la remise de ce label qui est affiché en salle de
Nous avons eu également un projet, je vous l'ai mis sur le côté, hein, une fresque au niveau d'une passerelle qui communique entre l'ancienne réanimation et la nouvelle réanimation de 2007, en tout cas la prolongation, euh, qui est du côté famille, hein, voilà, puisqu'initialement c'était tôlé, c'était tout blanc, voilà. C'est ce projet de fresque. Et on a tous les 2-3 mois, on a un violoncelliste qui vient au sein de la réanimation jouer du violoncelle destiné aux patients, aux familles, mais pas que, également aux professionnels. Donc je parlais voilà des usagers. Pour nous, il était très important en tout cas de pouvoir informer les usagers de nos démarches en termes de réanimation durable. Et on leur avait également fait parvenir un questionnaire pour savoir un petit peu leur niveau de connaissance par rapport à nos projets-là. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Hein, avez-vous déjà entendu parler du projet de réanimation? Donc là, c'était au tout début, c'était en 2024. Hein, c'était un peu trop, peut-être un peu trop tôt. Il faudrait peut-être qu'on relance le questionnaire maintenant pour voir ce qu'il en est ressorti. Voilà, donc il y avait une connaissance à oui à 7%, ce qui nous a du coup fait penser qu'il fallait peut-être informer les usagers. D'où l'affiche que vous pouvez voir sur votre côté, voilà, où on a expliqué soigner la vie, c'est aussi préserver la planète, penser le soin autrement, le bon dispositif au bon moment, au bon patient, des soins plus humains, plus durables, sensibiliser. Voilà. Et puis je vais quand même vous la lire parce que c'est une phrase qui nous porte depuis le début et avec ma collègue Madame Canté, quand on a fait la formation développement durable, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. En réalité, cela se passe toujours ainsi. Ça vient pas de nous, c'est Margaret Mead qui a écrit ça. Et puis bien évidemment, valoriser les équipes, hein, puisque c'est un effort de tous, puisque nous, on a dû peser nos déchets pendant, dans un premier temps, 6 mois, puis après, on les a repesés pendant 3 mois. Donc tout le monde, voilà, s'y est mis. Donc c'est clairement le fruit de leur travail, du travail de tout le monde. Donc ça, c'est un affichage que vous avez déjà vu, mais ça répertorie un petit peu les remerciements qu'on adresse régulièrement, en tout cas aux équipes. Pour également, dans un intérêt pédagogique et un intérêt aussi d'information, nous avons également lancé un quiz qu'on appelait le quiz Réa Durable qui portait sur les modalités de port des EPI, les modalités de tri qu'on avait initié au sein du service. C'est un quiz qu'on avait en tout cas mis à disposition auprès des équipes, donc de manière dématérialisée en 2024 et la moyenne, la note finalement qu'on avait obtenue lorsqu'on a sondé les agents était arrivée à 10,5 sur 20 de bonnes réponses. Voilà. Puis après, on a mis des actions d'information en lien avec l'hygiène sur le bon déport des EPI. Et en 2025, on a relancé exactement le même quiz et on voit qu'il y a quand même une marge de progression. On a une moyenne, en tout cas, à 11,74 sur 20 de bonnes réponses. Donc, ce qui signifie, en tout cas, pour nous, est un indicateur que les agents commencent vraiment à bien comprendre le tri qui a été mis en place et les recommandations, les dernières recommandations faites par l'EOH en termes de port de pays. Nous avons également créé une boîte à idées qui est dématérialisée, qui est affichée dans tous les services où les professionnels qui ne font pas forcément partie, et justement, on attend que ces professionnels-là puissent nous communiquer certaines idées avant qu'ils les oublient, et par l'intermédiaire de cet outil QR code dématérialisé. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu le récap action, globalement, la synthèse en tout cas de toutes les actions qu'on a pu mettre en place depuis que nous avons commencé le groupe Réa Durable. Nous en avons terminé. Super, merci beaucoup. C'était vraiment très complet, très clair et vraiment très intéressant. Du coup, je pense qu'on peut passer là, dans les 15 minutes qui nous restent, à la partie questions-réponses. Donc, écoutez, n'hésitez pas à poser directement vos questions en réactivant vos micros ou alors à m'indiquer vos questions dans le chat que je relayerai à l'équipe. Là, c'est votre moment.
Sinon, moi, j'ai préparé des questions. J'ai toujours plein de questions. Pour commencer, peut-être. Moi, j'ai vu que quand même, vous aviez fait un gros travail sur l'évaluation. Quels conseils vous donneriez aux professionnels qui viennent de s'engager et qui ne savent pas trop par où commencer en termes de méthodologie d'évaluation, de mise en place d'une action? Par exemple, je prends votre action sur les gants ou votre action sur le Péros. Comment vous avez fait? Quelle méthodologie vous avez appliquée? Est-ce que vous avez impliqué d'autres professionnels, de d'autres services pour établir votre méthodologie? Euh, bon. Après, ça dépendait des sujets. C'est vrai que par exemple, pour le port des EPI, des gants, on s'est beaucoup appuyé sur l'équipe d'hygiène, parce qu'il était très important de trouver là où on pouvait réduire leur utilisation, voire même là où leur utilisation était non seulement gâchée, mais aussi potentiellement nocif pour le patient ou pour les agents. Euh, pour ce sujet-là, on s'est beaucoup appuyé sur l'hygiène, on a eu plusieurs réunions avec eux, puis après, évidemment, c'était assez simple à mesurer puisque ça fait partie des choses qu'on consomme avec on a facilement le suivi des chiffres de commandes auprès pas de la pharmacie, mais du magasin central. Donc ça, c'était assez facile à suivre. Donc c'est vraiment un indicateur. Et puis c'était assez pertinent parce que on n'a pas montré là, mais pour en tout cas ce qui s'agit de la réanimation, il y avait une étude qui était parue dans la littérature à 3 à 4 ans qui montrait qu'en réanimation, qui est un monde assez particulier, euh, les EPI avaient un impact carbone énorme parmi les dispositifs médicaux, si on enlève les médicaments. Euh, donc les gants, ça avait vraiment du sens sur tous les plans, à la fois pour être plus pertinent dans nos soins, réduire l'impact et facile à mesurer. Euh, pour les médicaments, c'est peut-être un petit peu plus enfin pour les médicaments notamment, on a travaillé avec nos référents infectieux et pharmacie pour réfléchir à ce qu'on était en capacité de faire en termes de dilution de médicaments, notamment antibiotiques, euh, et réfléchir à la pharmacie, à la disponibilité de certaines galéniques, par exemple de paracétamol, qui peuvent être en forme sublinguale, dispersibles et donc beaucoup plus faciles à administrer à des gens, par exemple, qui ne mangent pas, mais qui peuvent avoir ces formes-là, et qui sont quand même beaucoup moins coûteuses en carbone, le médicament même, plus tout le flex, la tubulure, etc. Et ensuite, ça aussi, c'était des choses sur quelques médicaments cibles qu'on pouvait assez facilement mesurer. On ne peut pas tout mesurer, mais on a essayé d'identifier des éléments un petit peu cibles et représentatifs qu'on pouvait mesurer avec le. Après, il faut souligner quand même que chaque poubelle, par exemple, pour ce qui est des déchets, on a quand même acheté des petits pesons et donc les agents, pendant 9 mois au total, pour la période, ont pesé chaque poubelle qu'ils amenaient au local poubelle. Euh, Ça nous a paru très important parce que du coup, après, on montre bien notre progression et ça permet d'avoir ensuite un message pour féliciter toute l'équipe. Oui, ça permet aussi de faire un retour à l'équipe finalement qui s'est bien investie dans cette action-là et de leur faire un retour concret sur les résultats. Donc c'est aussi très intéressant de leur donner un retour sur ces chiffres-là. Mais ça crée du sens. Ça crée du sens sur l'action mise en Oui, place. Après, sur les exactement. sur les EPI, là, les gants et les tabliers, il a fallu que les gens comprennent, ça n'a pas été, enfin, Mhm. on leur a pas imposé. On a diminué parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas d'intérêt et que, voilà, les Mhm. brigades vertes ou bien, même si c'est pas les brigades, les gens du groupe de réa durable, de temps en temps, on faisait des petits rappels en disant, mais pourquoi t'as mis des gants? Ouais, ben, voilà. Et la prochaine fois, ben, ils réfléchiront à pourquoi ils en mettent ou peut-être qu'il ne faut pas en mettre. Voilà. Donc ça, c'est tous les jours, c'est des rappels et voilà, reveiller parce qu'on peut replonger facilement dans
dans les pratiques qu'on pouvait avoir avant. Mais voilà, quand on a compris, c'est plus facile. Oui, tout à fait. Alors j'ai une petite question dans le chat, de Nicolas de Mont-de-Marsan, qui nous dit, «Pas d'identification spécifique de la filière MNU, entre parenthèses, normalement obligatoire. Notre prestataire commun Elircon, banalise les dasseries avant incinération et préfère donc un circuit spécifique pour les MNU». Qu'est-ce que Je c'est que les sais pas. MNU? Ouais, c'est ça que je sais C'est pas. les médicaments non utilisés. Après Nicolas, si vous voulez prendre la parole, si vous le pouvez, peut-être que vous pouvez expliquer votre question, de vive voix? Je peux, en effet. Ah super. Non, c'était... oui, parce qu'on a le même prestataire là, dans les Landes et sur le 64 pour le traitement des dasseries, donc qui vont à Irún en Espagne. Et effectivement, ils banalisent d'abord les dasseries, ensuite ils sont incinérés plus loin vers Bilbao. Et du coup, pour les menus, ils préfèrent effectivement les envoyer directement à l'incinération à Bassins. Donc, c'était par rapport à cette filière-là, je voulais savoir si il n'y avait pas eu de remontée, ne serait-ce que d'eux, pour qu'ils soient identifiés comme médicaments non utilisés et pas dans les dasseries tout venant. Ah, pour l'instant, effectivement, nous, on n'a pas de piste, en tout cas, sur cette information-là. On l'a pas non plus explorée. Mais néanmoins, moi, ce que je sais, c'est que d'un point de vue institutionnel, il est prévu d'incinérer, en tout cas, de trouver un partenaire un peu plus local pour incinérer, en tout cas, tous les produits d'Aspen, en tout cas. Mais j'ai pas de réponse particulière à apporter. C'est quelque chose Après, qu'on va explorer. tous les médicaments, pharmacie, tout est mis dans les dasseries. Oui, Il n'y a pas de filière particulière. non. Mais c'est la question qu'il posait, du coup. Mais on n'a pas. D'accord, oui, mais ce serait peut-être un point à approfondir par rapport à la filière. Ouais. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était très complet. En fait, c'était trop complet, du coup, trop clair. Du coup, moi, j'avais quand même une autre question. Sur la boîte à idées, du coup, que vous avez mise, là en avant-dernière slide, vous avez eu beaucoup de contributions, est-ce que vous avez beaucoup de retours, du coup? Parce que je sais que certaines unités, l'ont mise en place et que ça a pas forcément, voilà, comment dire? Créer un engouement ou voilà, je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles contributions. Alors là, c'est vrai que je ne l'ai pas consulté récemment, mais bon, effectivement, il n'y a pas une contribution sur une équipe de 120 personnes. On a eu à peu près une dizaine de suggestions. Voilà, je Oui. pense qu'au début, c'est quelque chose qui a fonctionné puisque c'était un nouvel affichage, quelque chose de nouveau. Le QR code, effectivement, a été implanté il y a à peu près 2 ans, hein, en lien avec Mmh. également le réel durable. Donc, et j'ai quand même la sensation que maintenant, cet affichage fait un peu partie, vous savez, du papier peint des murs, quoi, de la réanimation. Donc, mais là, c'est pareil, hein, de toute façon, c'est à la brigade verte de dire, voilà, si tu as quelque chose à dire, tu l'écris dessus. Comme ça, après, nous, on le traite en réunion, en tout cas, de réel durable. Et après, oui, je pense que c'est sous-utilisé, mais qu'il y a aussi des agents qui parfois, par oral, disent ah bah tiens, j'ai cette idée-là, ils vont pas aller jusqu'à. Voilà. Donc c'est vrai que l'outil on l'a mis en place, mais il est vraiment pas assez utilisé, mais il y a quand même des idées qui remontent parfois du terrain, de personnes qui sont pas du tout impliquées dans le groupe de Mmh. travail, mais qui ont leur bien une idée, et puis quand on croise, je pense qu'on est quand même plusieurs personnes, médecins, infirmières, cadres, un logiciel, plus allez, un petit noyau de 6 ou 7 infirmières impliquées vraiment fortement dans le truc, qui sont quand même bien identifiées maintenant. Donc après, je pense que ça passe aussi des idées éventuelles, en Nono le petit robot, c'est du terrain, mais ça part pas idée, quoi. Non, non, tout à fait. Voilà. C'est voilà, quelqu'un qui a eu effectivement l'idée et puis voilà, on lui a dit OK. Après, voilà. Après, c'est plutôt. Je pense que le plus se passe à l'oral. Oui,
Oui, tout à fait, oui. Bah, maintenant que vous êtes bien identifiés, en plus, on sait que c'est vous, voilà, on peut vous parler de certaines choses, donc c'est plutôt positif aussi, finalement, qu'on vienne directement vous voir et vous parler, d'actions à mettre en place, donc c'est super. Alors, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Combien de temps par mois cela représente pour le binôme ou trinôme de l'unité? Alors, au début, honnêtement, on y a passé du temps, euh, à la fois sur des réunions, puis après sur le travail. Alors, ici, on est trois représentants à un statut un petit peu particulier, évidemment, puisque, bon, médecin, on a une gestion de temps de travail différente, les cadres aussi, et Christelle, qui est infirmière logisticienne, qui a des journées dédiées à des aspects logistiques où elle a peut-être un peu plus de temps de travailler sur ces Mmh. sujets-là. Au début, ça nous a pris pas mal de temps à tout mettre en place. C'est difficile de mesurer, par contre, à ce temps-là. Au début, c'était à peu près 2 réunions, on va dire, par mois en moyenne, hein. Oui, mais Bah, plus du temps. Une réunion, plus après, temps faire de- les affiches, ça a pris du temps pour mettre en place et savoir comment s'organiser, qui allait faire quoi, voilà, aller voir l'hygiène, aller voir la diététicienne, enfin, aller prendre des ressources et de l'aide là où on en avait besoin. Donc, on a essayé de se répartir. C'est pas forcément facile quand on a un gros groupe de pouvoir se voir, faire des choses ensemble. Donc, c'est pour ça que avec le dossier partagé, enfin, on peut faire des choses. Alors, de chez nous, parce qu'on n'a pas forcément de temps dédié, mais on en a eu quand même beaucoup. Euh, voilà, on a eu quand même des journées où on a pu faire, qui ont été comptées dans notre plan de formation. Donc, sur du travail d'affichage, de création de nouveaux outils. Ça a été un projet de service, en fait, et qui m'a permis également aussi de détacher du temps agent pour justement avancer dans cette mission. Et puis après, clairement, la présentation qu'on a dû réaliser pour le collège des réanimateurs du Grand Sud-Ouest, qui a eu lieu au mois de juin dernier, voilà, nous a permis aussi de mettre un gros coup de fouet et de se dire, voilà, il faut qu'on présente, il faut qu'on ait aussi des choses à présenter. Enfin, tout a été finalement logique et on s'est un peu laissé porter. Le début, effectivement, ça a consommé du temps, ça c'est clair, on va pas vous mentir. Ce qui est important, c'est quand on réalise un groupe comme ça, c'est d'avoir une personne de l'encadrement, puisque ben, voilà, moi c'est vrai que j'arrive à faire avancer plusieurs documents, plusieurs dossiers, avoir des intermédiaires de manière plus rapidement, hein, finalement. Et là, actuellement, on se retrouve une fois par mois. Voilà. Après, on a fait beaucoup, quand on regarde a posteriori, on a fait beaucoup de choses en un an. Donc, ça a demandé beaucoup d'énergie pour la mise en place. Mais avec le tri, c'était des choses qui ont été malgré tout faciles parce que c'est ce qu'on fait chez nous. Et après, des choses qui sont un peu plus compliquées parce qu'il faut changer notre manière de faire. Mais voilà, ça a été un peu long, mais quand même satisfaisant d'avoir fait tant de choses en peu de temps. Alors, je vais vous lire une dernière question avant qu'on se quitte. Bonjour à tous, merci pour la présentation de ce travail. De notre côté, sur la réanimation d'Angoulême, nous avons débuté toutes ces actions depuis 2023 et le sujet OneDrive m'intéresse pour diminuer tous ces affichages dans l'unité. Mais la question du droit à la déconnexion m'inquiète. Comment gérez-vous les envois? Cadre de santé, cadre de santé. Le, le droit Le à droit à la la déconnexion. Ah oui, oui. Alors effectivement, donc le OneDrive, en fait, c'est si les personnes Mm. souhaitent se connecter. Voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est une information et les personnes se connectent dessus si elles le souhaitent. Alors depuis c'est fait. Voilà, par exemple, parce que nous on travaille en 12h20, donc les agents travaillent. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des travaux. Non, non, c'est bon, on vous entend bien, vous inquiétez pas. Et alors j'imagine qu'à Angoulême c'est un peu pareil, mais on travaille en 12h20, donc les agents travaillent à peu près 9 jours par mois. Voilà, donc là c'est pareil, c'était pour
que les personnes puissent suivre, en tout cas, le fil des informations qui sont multiples hein, dans un service de réanimation, hein, c'est au quotidien, des nouveaux protocoles, etc. Et il y a également des connexions possibles dans le service, en fait. Voilà, tous les ordinateurs sont dotés, en tout cas, d'un raccourci où, plutôt que d'aller consulter le cahier noir, ils consultent l'information lorsqu'ils sont sur leur temps de travail. Donc, il n'y a aucune obligation à ce qu'ils se connectent depuis chez eux. C'est une possibilité. Voilà, pour les personnes, par exemple, un exemple très concret, une personne qui est partie en congé maternité, qui revient au bout de 6 mois d'un congé parental et qui, elle, avait besoin, voilà, de reprendre un petit peu, de remettre le pied dans le service, de reprendre quelques informations. Et elle me disait que ça l'aurait beaucoup facilité d'avoir cet outil. Elle aurait pu déjà, voilà, reconsulter les nouvelles informations depuis chez elle. Très bien. Voilà. Merci, c'était très clair aussi comme tout est très clair. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer la session, on a un petit peu dépassé. Merci encore Merci. pour Merci votre à vous. présence. Merci. Et vraiment, bravo pour tout ça, parce qu'en plus, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées depuis la labellisation. Donc voilà, la dynamique est encore là et je suis vraiment très fière, très contente que ça continue et que ça perdure. Donc bravo, bravo à vous. Merci. Et du coup, bah, écoute, voilà, on va clôturer ensemble. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 22 avril, pour la prochaine session avec la crèche de Limoges qui nous présentera ses actions. Et donc voilà, et je vous souhaite une très belle journée à tous. Et merci encore pour votre présence. Je sais que c'est pas un exercice facile et que voilà, ça demande du temps et de l'investissement de préparation. Donc merci de contribuer à ces sessions de partage. Merci Merci, beaucoup. Bravo en tout cas. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.